Déjà, juste pour expliquer un petit peu l'introduction, bon, vous le savez, hein, souvent, moi j'interviens beaucoup sur la question de l'usage des robots, de l'usage des jeux vidéo ou autres en thérapie. C'est vrai que je parle un petit peu moins de la question du distanciel et pourtant c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et là, en plus, c'est pas n'importe quel distanciel parce que c'est du distanciel avec un autiste, donc ce qui est encore plus rare. Et en fait, là, je vais vous parler d'un jeune que je suis maintenant depuis novembre 2020. Donc en fait, ça fait longtemps. À savoir que jusqu'à juin 2024, je le suivais quand même 2 fois par semaine en plus. Donc c'est un jeune auquel je suis très attaché. Et donc ça fait partie, vous savez, de ces fameux patients chouchous qu'on a et dont c'est toujours un peu intéressant de parler aussi parce que ça nous permet un retour en arrière et une analyse du contre-transfert. Donc là, en fait, je me suis dit, pour ce soir, et sûrement pour samedi aussi, que je vais faire surtout du cas brut. Donc, je vais beaucoup parler clinique, et en fait, en laissant un peu la théorie de côté, et on en parlera ensemble de la théorie. Bon, j'ai quelques concepts épars quand même que j'ai mis, mais l'objectif, c'est vraiment de faire de la clinique pure. Et de pouvoir en discuter avec vous, parce que je me dis qu'il y a peut-être des questions, des questionnements qui pourront arriver et qui pourraient aussi être pertinents après dans le débat. Voilà. Donc, vu que j'ai fini de l'écrire hier soir, l'objectif, c'est que ça fasse entre 20 et 40 minutes, et après, je compléterai avec le reste si jamais, mais ça se trouve, ça va déborder. Donc, comme je disais, plutôt de la clinique, mais avec quelques petites explications en plus. Donc, par souci d'anonymisation, je l'ai appelé Laurent. Donc, déjà, on va commencer par une petite présentation rapide du jeune. Donc, Laurent, je le suis depuis novembre 2020. Lorsqu'il arrive pour la première fois en consultation, il entre en CP, donc depuis 2 mois. Il a un tableau clinique marqué par un trouble du spectre de l'autisme avec un retard de langage significatif. Donc, c'est un tout petit, très mignon, très autiste. Donc, c'était dans le cadre d'un suivi libéral, hein, je le rappelle, donc pas d'hôpital de jour cette fois. La première période scolaire était difficile pour lui, aussi pour ses parents, qui devaient faire face à l'adaptation au nouvel environnement et aux difficultés qu'ils rencontrent dans les apprentissages et les interactions sociales. Donc, les parents, en fait, viennent pour me demander un accompagnement supplémentaire afin d'atténuer toutes les tensions et de faciliter les transitions pour son fils. Parce que à ce moment-là, il faut savoir qu'il est suivi de manière très euh, éparse par un pédopsychiatre, mais également, sinon, de manière hebdomadaire par une orthophoniste et une psychomotricienne. Donc l'idée, c'était de continuer par un suivi psy. Donc juste pour expliquer un peu aussi le côté présentation du tableau clinique, début de l'année 2021, donc 2 mois après le début de ma prise en charge, il passe un ADOS 2 et une WEPSI pour pouvoir affiner un peu son profil cognitif et relationnel. Donc l'ADOS va mettre en évidence une forte agitation face aux tâches imposées, notamment celles qui appliquent un effort cognitif soutenu. Il grimpe sur les tables, il fait du bruit, il explore toute la pièce à la recherche de jouets, et il dit même, quand il cherche des jouets, j'en ai besoin. Mais il a par contre un langage très peu développé, composé essentiellement de bruitage, de répétition de mots, sans aucune intention communicative. Lorsqu'il parle, il semble commenter en fait à voix haute ce qui se passe dans sa tête, mais ne cherche jamais à rentrer en conversation. Sur le plan relationnel, le contact visuel est fuyant, ses expressions faciales sont présentes mais pas dirigées vers l'interlocuteur. Son intérêt pour les objets l'emporte largement sur celui pour les humains. Lors de la description d'une image, il ne pointe et ne commente que les objets, il ignore complètement les personnages. Il peine à se décentrer de ses propres centres d'intérêt et présente une agitation motrice importante, ayant du mal à rester assis et à se réguler dans l'espace. Donc tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la dose, mais je le récupère parce que ça correspond totalement au jeune que j'ai en face de moi. Sinon, la WebC le situe dans la moyenne faible des enfants de son âge, avec des capacités langagières orientées vers une expression très limitée de ses besoins et états internes. En parallèle, des difficultés encoprésiques sont relevées dès le début du suivi et persistent encore en 2025. Sa prise en charge médicamenteuse évolue avec une reprise de la Ritaline en 2023 pour l'aider dans la régulation de son agitation et de son attention. Donc, en plus de l'encoprésie, on peut citer aussi quelques symptômes que vous avez l'habitude de voir, beaucoup de marche sur la pointe des pieds, beaucoup de flapping. Il va avoir également aussi des moments où il va être dans une recherche de verticalité très forte, avec des petits sautillements sur place. Et on peut aussi noter quelques balancements, même si c'est assez peu. Mais voilà, en tout cas, il présente un tableau autistique assez important. Il a aussi les cheveux longs, comme vous le savez, certains autistes ont des difficultés à se faire couper les cheveux. Bah, lui, il en fait partie. Et du coup,
fait, c'est un jeune qui, du coup, va avoir un style bien particulier, et donc on le reconnaît aussi parce qu'il a de grands cheveux qui arrivent jusqu'au milieu du dos. Donc, face aux difficultés de Laurent à entrer en relation avec ses pairs et à réguler son attention dans un cadre structurant, moi je propose au début une prise en charge groupale à médiation jeux vidéo. À l'époque, en fait, j'avais un groupe en libéral et je me dis, bon, le jeune a déjà un suivi orthophonique et un suivi psychomote en parallèle. Peut-être que proposer un groupe peut être intéressant. Il y a une médiation jeux vidéo en ce moment, donc pourquoi pas. Lorsque je présente l'idée aux parents, elle suscite un grand intérêt. Ils perçoivent les interactions sociales comme l'enjeu majeur et estiment que leur fils a besoin d'un accompagnement spécifique sur ce point. De plus, Laurent est très attiré par les écrans et par les jeux vidéo, et donc les parents perçoivent l'approche comme une opportunité de captiver son intérêt dans un cadre contenant et structurant. Dès les premières séances, Laurent investit le dispositif avec enthousiasme, mais présente des difficultés à s'ajuster aux interactions avec les autres enfants. Il va manifester une préférence pour l'exploration individuelle du jeu, réagir parfois de manière intense lorsque l'interaction avec les autres joueurs vient perturber son propre scénario. L'espace numérique est ici un lieu traditionnel où il peut progressivement tester les interactions sans l'angoisse suscitée par la proximité physique des autres. Donc déjà, je vais commencer par vous raconter un peu comment ça s'est passé en groupe, et après je parlerai de la question de l'individuel. Donc lorsque Laurent il intègre le groupe thérapeutique à médiation jeux vidéo, il est d'abord dans son monde, sans véritable interaction avec les autres. Les deux autres participants à l'époque, deux adolescents autistes au profil différent mais avec de meilleures capacités sociales, tentent parfois d'échanger avec lui, mais lui il reste en retrait. Il ne s'intéresse pas à leur jeu, il ne répond pas à leurs sollicitations, il n'interagit qu'avec moi. Lorsqu'il joue en revanche, il montre un réel intérêt pour le médium, il s'attache aux histoires des jeux présentés, il développe une maîtrise de plus en plus fluide des outils numériques. Donc ici, je vais rappeler le concept de co-immersion qui a été beaucoup développé par Benoît Virol. C'est un concept que j'aime beaucoup. La co-immersion dans le jeu vidéo, c'est l'attention conjointe partagée entre plusieurs participants autour du même médium, qui permet une entrée progressive dans l'interaction. Donc c'est le principe que à la fois le thérapeute, le joueur ou tous les membres du groupe soient immergés ensemble dans le même médium. L'espace vidéoludique, du coup, va jouer le rôle d'aire intermédiaire d'expérience qui offrira à l'enfant un lieu intermédiaire entre son monde interne et la réalité externe et sociale. Ça, c'est tout le truc que j'essaie d'expliquer depuis le début. Donc le groupe, il s'est déroulé de décembre 2020 à juin 2024. Et il a connu plusieurs évolutions dans sa composition. Au début, comme je disais, ils étaient 3 jeunes. Et au fil des ans, il y a eu plusieurs autres participants qui sont arrivés. Il y a eu un jeune garçon très très psychotique et très violent qui a rendu du coup certaines séances un peu complexes. Il n'est pas resté longtemps, il est resté 7-8 mois. Il y a eu un adolescent autiste non-verbal qui, petite précision importante pour tout à l'heure, qui était en fauteuil roulant, pas du tout verbal, mais qui était quand même capable de communiquer avec des pictos ou avec des gestes. Lui, il est resté à peu près 1 an et demi, 2 ans. On a eu une jeune fille autiste très mutique et en retrait, avec qui les échanges étaient vraiment limités et pour qui c'était vraiment compliqué d'interagir. Elle n'est pas restée longtemps, elle est restée 3-4 mois. Et la dernière année, il y a un des 2 ados du début qui est parti. Donc à la fin, ils étaient plus que 2 pour la dernière année scolaire. Le groupe était intéressant aussi. Donc l'enveloppe psychique groupale s'est progressivement constituée au fil des séances, jouant un rôle essentiel dans la structuration des interactions et la reconnaissance de l'autre comme sujet différencié. L'évolution du groupe a permis à Laurent de tester et d'ajuster son rapport aux autres en passant d'une posture solitaire à une dynamique d'interaction plus ouverte. Au fil du temps, Laurent a montré une évolution remarquable. Progressivement, il a commencé à solliciter les autres, particulièrement ceux qui pouvaient jouer avec lui, et à encourager ceux qui rencontraient plus de difficultés. S'il restait très excité à l'idée de prendre la manette, il a appris à attendre son tour. Il a appris à observer les autres et à commenter leur jeu, allant même jusqu'à leur donner des conseils quand c'est eux qui jouaient. Ce changement témoigne d'une amélioration de l'attention conjointe et des capacités de régulation émotionnelle dans un cadre interactif, un aspect essentiel du travail avec les jeunes TSA. Cette progression, elle est également corrélée à un meilleur usage de la narrativité, vidéoludique ici, où le fait de raconter une histoire dans le jeu permet à l'enfant d'organiser son propre récit psychique et de se projeter dans une temporalité partagée. Il y a eu deux moments marquants pendant cette prise en charge groupale qui ont illustré l'évolution. Une fois, il a fait un voyage à l'étranger pendant les vacances de Noël et du coup, il a envoyé une carte postale à l'un des membres du groupe, ce qui est quand même pas rien pour un autiste aussi fort, marquant du coup un lien au-delà du cadre de la thérapie. Et un autre jour, il est même venu avec un Playmobil en fauteuil roulant pour l'offrir à l'adolescent du groupe qui lui-même était en fauteuil roulant. Donc ces gestes vont témoigner à la fois d'une capacité à penser à l'autre, à anticiper ses intérêts et même à symboliser la relation avec le Playmobil.
Donc, ils s'inscrivent dans une dynamique de différenciation soit autrui, pardon, et un accès à l'intersubjectivité qui est essentiel dans la clinique qu'on fait avec les TSA. Donc, cette progression, elle a clairement été rendue possible par la prise en charge groupale et par l'utilisation du jeu vidéo comme médium thérapeutique. L'espace vidéoludique a offert à Laurent un cadre malléable où il a pu explorer et ajuster progressivement ses interactions en bénéficiant d'un espace de médiation, favorisant l'investissement progressif de la relation. Et c'est là où on voit du coup que dans ce cadre-là, le jeu a bien servi de support pour lui permettre de travailler la communication, la régulation émotionnelle, l'intégration de la présence d'autrui. Et donc, on voit en quoi là, les jeux vidéo ont bien en fait un potentiel de facilitateur de la rencontre intersubjective, offrant un espace de projection et de construction de l'identité en relation avec les autres. Je reviens pas trop dessus parce qu'on en a pas mal parlé tout au long de ce séminaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, je vous raconte le groupe, mais il faut savoir qu'en parallèle, il y a eu l'individuel. Parce que, comme je vous dis, j'ai commencé avec lui en décembre 2020 et février 2021, donc 2 mois après le début de la prise en charge, la maman se rend compte que Laurent et moi, ça accroche bien. Elle voit qu'il est content de venir me voir et donc elle se dit que, vu que la pédopsychiatre, c'est vraiment pas souvent, elle aimerait bien qu'il y ait en plus de ça un temps individuel. Et donc, du coup, à partir de février 2021, je vois Laurent 2 fois par semaine. À l'époque, c'était le jeudi en groupe et le lundi, puis le samedi en individuel. Donc, lorsque Laurent il débute son suivi individuel, il se montre profondément replié sur lui-même, en cohérence avec les résultats de son bilan ADOS. Oui, parce que l'évolution dont je vous parle là sur le groupe, elle a duré 4 ans, hein. Donc moi, je le suis 2 mois après le début. Vous imaginez bien qu'il est très autiste encore à ce moment-là. Donc le contact avec l'autre semble limité à sa plus simple expression. Il peine à investir toute forme d'interaction. J'essaye les jouets, j'essaye la pâte à modeler, j'essaye le dessin. Tout support proposé est détourné vers une activité solitaire, sans tentative d'inclusion de l'interlocuteur. Pourtant, il manifeste un vif désir de jouer, mais un jeu strictement auto-centré, où l'autre, ici moi, n'a pas de place. Toute tentative d'entrer dans son activité demeure infructueuse, ce qui marque une frontière nette entre lui et son environnement relationnel. Face à cette difficulté d'engagement direct, la question du choix du médium devient centrale. Comment est-ce que je peux trouver un support qui peut faire lien, qui peut faire tiers et introduire un espace de rencontre? Et donc, vu que à cette époque-là, j'étais en fin de thèse sur la question de la médiation robotique, je me dis forcément, les robots. Essayons avec les robots, étant donné que cet objet technologique en tant qu'interface intermédiaire peut fonctionner comme une passerelle justement dans le lien à l'autre, et ça, on en a déjà parlé ici. Donc, le premier robot que je vais proposer, parce que du coup, j'étais pas à l'hôpital, parce que le robot Nao dont je parle tout le temps, dans ma thèse, dans mes articles ou autres, c'est le robot de l'hôpital, mais vu qu'il coûte 8 000 balles, l'hôpital n'a pas envie que je l'amène au cabinet. Donc, du coup, là, j'utilise des robots que je peux acheter avec mes sous. Donc, le premier, je vais utiliser un robot qui s'appelle le Ozobot. Donc, Ozobot, c'est un robot assez rigolo qui coûte c'est 50 euros pièce, je crois. Je sais pas si ça se vend encore aujourd'hui. Et c'est des robots qui sont très intéressants pour bosser en fait la programmation. En fait, vous avez des petits, ils font la taille d'une pièce de 2 euros. Ça ressemble à des petits pains au lait un petit peu, avec des roues. Et en fait, le but de ces robots, c'est que vous tracez des lignes sur une feuille, sur quelque chose de plat, et en fait, le robot va suivre la ligne que vous tracez. En fonction de la couleur de la ligne, il va changer de couleur. Il a des lettres de plein de couleurs différentes. Et l'apprentissage de la programmation se fait parce que vous pouvez le coder avec des codes couleurs. Si par exemple vous mettez, alors je vais vous dire un truc au hasard, ça fait longtemps que je n'en suis pas servi, mais un trait bleu suivi d'un trait rouge, le robot va passer dessus et va comprendre, fait demi-tour, et donc il va se tourner sur lui-même et repartir en arrière. Et en fait, il y a plein de codes qui existent comme ça, donc l'objectif c'est d'apprendre la programmation à des enfants. Et donc j'en suis acheté 2, des Ozobots, et du coup, là, l'intérêt c'est de pouvoir justement avoir chacun son propre robot, et pour pouvoir offrir un cadre de rencontre, mais sans confrontation directe. Donc, dans cette mise en scène de l'interaction, Laurent commence à observer le trajet du robot, le sien, puis ensuite le mien. Et en fait, on voit un début d'attention conjointe, donc ce qui est une condition préalable à toute forme de communication. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que on peut commencer à faire des rencontres entre robots, parce que l'idée, c'est de tracer nos lignes nous-mêmes, mais de commencer à créer des liens et des ponts entre chaque ligne, et que les robots commencent à se croiser et à interagir. Ensuite, je rajoute un autre petit robot. Donc pareil, petit robot pas très cher qui s'appelle l'Emojibot de Koji. Euh, il ressemble un petit peu au robot Wall-E du dessin animé Disney, avec il est tout petit, hein, il fait la taille.
d'un gros smartphone. Et il a en fait un espèce d'écran à la place de la tête et il est contrôlable à distance via une tablette ou un smartphone. Et on peut en fait le faire communiquer à travers des émoticônes. Donc en fait, vous pouvez le faire se déplacer et vous avez une application où vous pouvez avoir différentes émoticônes, triste, content, en colère, amoureux, timide, des choses comme ça. Quand vous cliquez dessus, le robot va faire quelques petits mouvements et en même temps avoir l'émoticône qui apparaît sur le visage. Et donc, avec ça, Laurent va pouvoir explorer une nouvelle modalité de mise en représentation de ses affects. Il va sélectionner lui-même les émoticônes qui traduisent son ressenti. Et donc, le but, en fait, c'est que il puisse commencer à communiquer quelque chose avec moi, donc avec le monde extérieur, en passant par quelque chose qui n'est pas de l'ordre du mot, mais quelque chose qui est de l'ordre du pictogramme, en fait, mais dans quelque chose de à la fois ludique et à la fois moins envahissant. Et donc là, on voit en quoi est-ce que l'objectif, c'est que l'objet technologique, qui est ici le robot, va permettre une distance qui peut permettre de commencer à investir des formes d'expression qui, jusqu'alors, étaient encore inaccessibles pour lui. Et ensuite, là, j'ai mes robots les plus chers. Je les ai payés 400 euros, ceux-là, donc c'est déjà un peu plus onéreux, qui sont des robots pas très connus. J'étais tombé dessus, c'est des robots anglais. J'étais tombé sur une pub un jour et j'ai voulu les acheter, qui s'appellent Dash et Dot. Alors Dash et Dot, c'est un premier robot qui fait à peu près cette taille-là et qui a trois roues et une boule à la place de la tête. On peut le déplacer un petit peu dans l'espace partout, aussi à distance. Et Dot, qui est juste une boule de cette taille-là, mais qui tient. Et donc le premier s'appelle Dash, le deuxième s'appelle Dot. On peut les contrôler tous les deux via une tablette. Et surtout, ce qui est assez marrant avec Dash et Dot, c'est que alors la boule, on peut pas la déplacer, sauf en rentrant dedans avec le premier pour la faire rouler. Mais en fait, les deux robots peuvent soit être autonomes, donc en fait, quand on déplace Dash et qu'il croise Dot, il lui dit «Oh, salut toi!» et l'autre répond. Mais surtout, ce qui est très drôle, c'est qu'on peut enregistrer nos voix pour faire parler les robots. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous parlez avec votre voix, la voix va être un petit peu modifiée et balancée dans le robot. Et donc, du coup, bah, quand vous êtes avec votre patient, vous pouvez très bien faire en sorte qu'il y en ait un qui parle via Dash et l'autre qui parle via Dot. Et du coup, vous enregistrez vos réponses et donc, en fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait enregistré 10 questions, 10 réponses, un truc comme ça, mais des trucs bonjour, comment ça va, ou des choses comme ça. Et en fait, on s'amusait à lancer les questions et les réponses à ce moment-là. Donc, c'est pas en direct, en plus, c'est en différé. Et donc là, Laurent va parler via Dash, moi via Dot. Et donc là, on voit une dynamique où la machine va servir de relais, ce qui contourne l'angoisse de l'adresse directe. Donc rapidement, cette modalité ludique favorise une progression vers un engagement relationnel jusqu'à ouvrir une interaction plus fluide et plus directe. Il devient alors possible d'introduire des jeux plus traditionnels, même si ceux-ci restent secondaires par rapport à son investissement dans les robots. Et là, un truc m'intéresse du coup, c'est qu'en parallèle, il y a quelque chose de structurant qui va se développer dans l'univers de Laurent. Il est passionné, à partir de ce moment-là, par les Transformers, qu'il commence à acheter, à avoir à la maison, à ramener à l'école. Pour rappeler, pour rappel, le Transformers, ça vient d'un dessin animé, d'un film, peu importe. C'est des véhicules qui se transforment en robots. Donc déjà, vous avez tout ce qui plaît à un autiste, vous avez les robots et les véhicules. Et en plus, par contre, c'est que c'est des robots qui sont humanisés. Ça veut dire que quand vous regardez le film, quand vous regardez le dessin animé, c'est des robots qui pensent et c'est des robots qui ressentent. C'est ce qui est joué dans le film. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que on va voir que là, il va y avoir comme point fondamental le fait que son intérêt pour les Transformers, et ça c'est mon hypothèse bien sûr, mais il va marquer une continuité entre les robots que je lui ai présentés en thérapie et son appropriation extérieure des figures robotiques qu'il n'avait pas encore et qui sont directement issues de la culture populaire. Contrairement aux robots thérapeutiques, les Transformers se sont vraiment dotés d'une humanité fictionnelle. Et donc avec ça, il peut explorer une dimension identificatoire nouvelle et ce qui est d'autant plus structurant pour lui, parce que ça va lui permettre de tisser du lien avec les camarades de classe, parce qu'il va partager avec eux une référence culturelle commune qui va devenir support d'inclusion sociale. Il se fait des copains parce qu'il kiffe les Transformers. Et ça, c'est super. Et du coup, en fait, on voit qu'il commence à avoir des amis, il commence même à se faire inviter à des anniversaires. À chaque fois, il offre un Transformers. À chaque fois, il joue que avec le Transformers, mais il se fait quand même inviter aux anniversaires. Avec le temps, Laurent va commencer à me formuler une autre demande. Il me demande, donc là on passe à plusieurs mois plus tard, il me demande à jouer à des jeux vidéo en séance individuelle, à l'image de ce qu'il fait en parallèle dans le cadre groupal. Donc ça, pour moi, c'est un passage qui aussi est significatif parce que,
En fait, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'il y a une période difficile à l'école, dans sa vie à lui, il demande en fait à rejouer à des jeux qu'on a pratiqués quelques mois auparavant en groupe. Donc, parce que quand on fait un jeu dans un groupe, on va pas revenir dessus. Et là, on voit, pour moi, c'est une tentative de réancrage dans une temporalité qui est plus sécurisante, marquée par des expériences positives et encadrées. Donc, il me demande de reprendre tous les deux un jeu qu'on avait fait en groupe avec le reste du groupe. Moi, ça me rappelle un peu la manière dont certains enfants autistes utilisent la répétition, non comme une simple rigidité, mais comme un levier pour stabiliser leur rapport au monde. Progressivement, le cadre du jeu va évoluer. Ça va intégrer des expériences vidéoludiques plus narratives, parce que forcément, vu qu'il est avec moi et pas avec les autres, je me permets de mettre des jeux un peu plus complexes. Donc, ce qui permet un travail approfondi sur les compétences narratives et sur la construction du récit, ce qui engage l'enfant dans des séquences où il doit structurer des éléments et se situer dans une trame temporelle partagée. Un an ou deux après, il commence à avoir une passion pour Harry Potter, et ben donc on va jouer ensemble à Lego Harry Potter, ce qui est un jeu en fait qui reprend juste les films presque à l'exactitude, et donc comme ça nous permet de reconstruire un peu la question des films, de faire le comparatif et tout, donc on commence vraiment à travailler sur quelque chose du narratif. Et donc ce travail va se poursuivre avec l'introduction de deux jeux très importants dans notre thérapie, Minecraft et Roblox, des jeux qu'il suit régulièrement via YouTube et qui participent de son intégration dans un réseau de références communes avec ses pairs. Roblox, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est très très apprécié des jeunes, notamment 9, 12 ans, 13 ans. On peut l'avoir un peu plus après. C'est un jeu que j'aime pas du tout. C'est pas un jeu Roblox, c'est un logiciel qui va être une sorte de hub sur lequel vous avez accès à des millions de jeux. Vous pouvez créer vous-même vos propres jeux sur Roblox. J'ai eu un patient qui développait lui-même ses jeux sur Roblox et ces jeux peuvent avoir un succès fou d'ailleurs. Il y a des jeux plus ou moins pertinents. C'est en fait même actuellement, je crois, quand on regarde les chiffres, le jeu vidéo qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du jeu vidéo, je crois. Euh, Moi, je suis pas fan de Roblox parce que dessus, il y a des chefs-d'œuvre, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeux vidéo très nuls. Mais en tout cas, si vous avez des enfants qui ont entre 9 et 12 ans, ils savent forcément ce que c'est que Roblox parce que tout le monde connaît Roblox aujourd'hui. Vous pouvez essayer, c'est gratuit. D'ailleurs, vous pouvez vous créer un compte et en fait, quand vous allez dessus, il existe, comme je vous dis, des millions de jeux. Et donc, vous pouvez tester parmi ces millions de jeux. Minecraft, j'en parle un peu moins, je pense que tout le monde connaît. Le principe de Minecraft, c'est des Lego virtuels. Vous avez des cubes, vous pouvez casser les cubes, vous pouvez construire des cubes, vous pouvez faire tout ça. Enfin voilà, je ne vais pas trop revenir dessus, je pense que tout le monde connaît Minecraft, mais si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant ici, c'est que Minecraft et Roblox vont jouer le même rôle que les Transformers. Parce que à l'école, tout le monde parle de Minecraft et de Roblox. Et d'ailleurs, quand les jeunes vont regarder YouTube, on voit que la majeure partie des vidéos qui sont le plus regardées par les jeunes en école élémentaire, c'est des gens qui jouent à Roblox ou c'est des gens qui jouent à Minecraft. Furious Jumper ou autres, qui sont des YouTubeurs très connus. Donc, j'avoue que moi, Roblox, j'aime pas trop. Je le fais pour jouer avec lui, pour mettre du sens et tout, mais ça m'ennuie un peu. Quand ça passe sur Minecraft, je suis très content. Dans Minecraft, qu'est-ce qu'on fait? On construit des maisons, on construit des châteaux, on construit des espaces clos. Et donc ça, bah, ces architectures vont forcément traduire de manière projective la problématique centrale chez Laurent, la nécessité de se protéger du monde extérieur. Mais je vais quand même faire en sorte de maintenir la possibilité d'une ouverture. Parce que chacune de nos constructions va être dotée de portes et de fenêtres à ma demande. Ce qui fait que, symboliquement, je cherche à mettre en place un travail progressif d'acceptation du lien à l'autre. Et donc en fait là c'est une organisation de jeu en diade, hein, que ce soit Roblox ou Minecraft, ça veut dire que c'est Laurent qui contrôle le clavier et la souris, mais des fois je vais prendre le relais moi-même lorsque ça devient trop complexe, et donc il va me dire quoi faire à sa place. Et donc là on est vraiment sur une co-régulation progressive du jeu. Ce qui est particulièrement marquant, c'est que, eh ben, tout comme il y a eu le lien robot et Transformers à l'école, eh ben, il y a un autre lien qui va se faire à ce moment-là parce que la passion pour Minecraft ne reste pas confinée à l'espace thérapeutique. Laurent la partage maintenant avec son père, qui s'investit énormément, qui adore Minecraft et qui joue avec son fils à la maison, quand il sait qu'il aussi il y joue en thérapie. Et du coup, l'expérience vidéoludique va devenir du coup aussi un espace médiateur du lien père-fils, ce qui permet un engagement commun autour d'un support ludique et qui crée un cadre d'interaction stable et prévisible, élément fondamental pour les TSA. Et donc, Laurent joue avec moi à Minecraft, mais Laurent joue aussi avec papa à la maison à Minecraft. En fin d'année scolaire 2024, la structuration du suivi individuel repose donc sur une alternance fluide entre jeux vidéo et médiation robotique en fonction des besoins psychiques de Laurent et des enjeux du moment.
Minecraft est choisi lorsqu'il souhaite construire quelque chose avec moi, lorsqu'il souhaite avancer sur quelque chose. Lego Harry Potter lorsqu'il veut partager sa passion, par exemple. J'ai donné cet exemple tout à l'heure. Roblox s'il veut évoquer les jeux qu'il voit jouer par ses camarades ou des choses comme ça. Et lorsqu'il a besoin d'un échange plus direct, il revient au robot. Donc cette diversité entre les différentes médiations va traduire une capacité nouvelle à adapter ces médiations à ses états internes, ce qui marque une progression encore plus marquée que ce que j'avais décrit en groupe. Et donc en fait, Laurent, il arrive dans mes séances, il sait qu'il a accès à tout, c'est lui qui choisit ce qu'il veut en fonction de ses états internes du moment. Donc là, on voit le potentiel que les médiums numériques et robotiques peuvent avoir comme facilitateur de la rencontre intersubjective, à condition qu'il soit pensé dans une articulation souple, capable de s'adapter aux fluctuations du sujet et aux différentes modalités de l'adresse à l'autre. Là, on peut considérer que c'était l'introduction. Alors certes, il y a eu des trucs qui ont été dits, mais moi, à la base, je voulais pas parler de ça. Je voulais parler de cette année, parce que cette année, il s'est passé un truc assez dingue. Parce que comme je vous l'ai dit au début, j'avais prévu de parler du distanciel et j'ai pas encore parlé du distanciel. Et ben en juin 2024, il y a une nouvelle inattendue qui vient bouleverser le suivi de Laurent. Et c'est là où j'ai voulu faire le lien, et c'est comme ça que ta présentation du mois dernier m'y a fait penser. Ses parents m'annoncent qu'ils bougent à l'autre bout du monde, à 13 heures d'avion d'ici, à cause d'une mutation professionnelle du père. Donc, je vous avoue qu'après 3 ans et demi de suivi à 2 séances par semaine, une en groupe et une en individuel, la nouvelle m'emmerde un peu. Je suis très content pour eux, surtout que le gamin a bien évolué, mais c'est un peu dur pour moi de me séparer de mon petit patient, je dois l'avouer, c'est un peu dur pour lui et c'est un peu dur pour les parents aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui, c'est touchant. J'apprends ça, c'est vraiment, bon, bah dans 2 semaines on se barre. Donc, je suis content, mais en même temps, je suis un peu triste. D'un point de vue clinique, moi je vois que son évolution elle a été impressionnante. Malgré le maintien d'un tableau clinique TSA toujours marqué par certaines difficultés, il est toujours encoprésique par exemple, encoprésique pardon, et tout ça, il a toujours des traits autistiques, mais en tout cas, il a pu développer des compétences relationnelles et adaptatives considérables, à tel point qu'il est maintenant scolarisé à temps plein, en classe ordinaire, et ce qui, en CM1 du coup, en juin 2024, et ce qui nous paraissait totalement inenvisageable lorsque je l'ai reçu en CP. Pour ses parents, du coup, une question essentielle se pose. Comment poursuivre un suivi thérapeutique dans ce pays étranger où il semble difficile de trouver un professionnel capable de répondre aux besoins spécifiques de Laurent? Parce qu'il ne part pas n'importe où, pas dans n'importe quel pays, et c'est pas un pays où c'est facile de trouver un thérapeute pour autistes là où il va. Et donc, en septembre, je reçois un mail de la maman qui me dit, je sais que ma demande va paraître bizarre, mais est-ce que vous voulez continuer le suivi sur Zoom toutes les semaines? Alors forcément, moi, ça me paraît un peu étrange comme demande. Au début, je me dis, ça va jamais marcher. Mais d'un côté, comme je vous le dis, vu que j'étais très attaché à ce gamin, bah forcément, bah mon cœur m'a fait dire oui quand même. Et je me suis dit, on trouvera bien un truc pertinent à faire. Lui était très content, les parents étaient très contents, j'étais très content aussi. Donc on s'est dit, on va tester. Malgré les 6 à 7 heures de décalage et horaire en fonction de la période de l'année, on se dit, ok, on teste ça toutes les semaines sur Zoom, une fois par semaine. Donc là, vous imaginez bien par contre que le groupe, c'était mort. Là, je parle de l'individuel. Et donc, on commence. Et dès septembre, dès la rentrée, dès les premières séances, Laurent manifeste un grand plaisir à me retrouver. Il est tout content, il sautille, il sourit. Mais quand même, l'outil numérique montre rapidement ses limites. Le cadre proposé par Zoom ne va pas suffire à canaliser son attention. Il est excité, il a du mal à rester en place. Il me montre quand même les jouets qu'il a dans sa chambre, il me fait visiter sa nouvelle maison, mais rapidement il finit par se lasser de l'échange en visio. Vous imaginez bien, c'est un autiste, on est sur Zoom. Les premières séances se déroulent du coup avec lui et sa mère. En fait, pour info, le père a été muté, mais la mutation prend du temps. Donc en fait, le père, il va de temps en temps là-bas, mais pour l'instant, il fait beaucoup d'allers-retours avec la France. Donc là, il vit avec sa mère et sa sœur là-bas, quoi. Donc en fait, les séances, c'est sa maman, lui et moi. Donc ce qui permet d'avoir un repère dans l'environnement nouveau. On discute sur les ajustements culturels, sur son intégration dans son école française locale, et plus largement sur son adaptation au changement. Je sens quand même qu'il s'ennuie, enfin je le sens, il me le montre bien, même s'il est content de me voir. Lorsqu'on tente des séances en tête à tête, le constat est similaire, donc lorsque sa maman est plus là. Alors on teste des trucs, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais sur Zoom, il y a la possibilité de faire des avatars animés, donc ce qui est assez marrant. Et en plus, ça bouge les lèvres en fonction de quand vous parlez. Donc on rigole un petit peu là-dessus tous les deux, on s'amuse, on fait nos avatars, on communique. Ça l'amuse un temps, mais là encore, l'intérêt s'essouffle rapidement.
Et il devient clair que tout ça, ça manque d'une dimension interactive qui est essentielle pour maintenir l'engagement avec Laurent. Au bout d'un mois, je découvre un truc incroyable. Je découvre Minecraft Realms. Et alors ça, je ne connaissais pas. Je vous avais raconté déjà la fois où j'avais recréé mon hôpital de jour sur Minecraft. Et en fait, j'ai expliqué que la galère qu'on avait eue, c'était les serveurs. Parce que vous savez que sur Minecraft, quand vous voulez jouer en multijoueur sur Minecraft, vous jouez sur des serveurs publics où il y a énormément de monde et vous ne pouvez pas contrôler qui est là. Si vous voulez un serveur privé, déjà ça coûte cher, mais en plus c'est super dur à mettre en place. Et vu que moi je suis pas un joueur de Minecraft de base, j'avais galéré à le faire et j'avais demandé à quelqu'un qui savait le faire de le faire, et heureusement. Et en plus, c'est celui qui gère le serveur qui doit toujours être présent pour que le serveur se lance. Qu'est-ce que c'est que Minecraft Streams? Alors attendez, je l'ai noté en début. Minecraft Realms, ça a été développé du coup par les créateurs de Minecraft et en fait, ça permet, c'est un serveur, vous payez vous-même votre abonnement et en fait, ça vous donne votre serveur à vous qui vous appartient et vous pouvez inviter plusieurs personnes. Je crois que c'est jusqu'à 10 personnes, mais peut-être que c'est plus, je sais plus. Et l'idée, c'est que tout le monde peut se connecter dessus à partir du moment où ils ont reçu l'invitation. Donc imaginez, moi, je me prends un abonnement à Minecraft Streams, j'ai un serveur qui est à moi, que j'ai appelé Psychothérapie Olivier Dury. Je donne le lien à qui je veux, et toutes les personnes qui ont le lien peuvent se connecter quand ils le veulent à Minecraft Streams. Pas forcément quand je suis là. Ça veut dire que si je donne le lien à mon patient qui a séance avec moi tous les samedis à 13h, il peut se connecter le lundi, le mardi, le mercredi et tout ça. Par contre, moi, je me suis là que le samedi à 13h. Ça, c'est un truc à savoir quand même. Ça veut dire que ça existe, c'est un monde persistant quand même. Mais ce qui est super, du coup, c'est que ça vous protège parce que personne d'autre ne peut venir que ceux que vous invitez directement. Et ça, c'est super. C'est vraiment, ils ont créé Minecraft Streams pour les psys, j'en suis sûr. Alors attendez, je retrouve ma page. Et en fait, c'est un espace de médiation délocalisé. C'est ça. Tu peux tout faire. Et c'est un serveur. Alors apparemment, je vais même pas être un bon commercial pour Minecraft Sims parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas testé. Parce qu'apparemment, tu peux même faire des serveurs spéciaux avec des espèces de mini-jeux, avec des maps déjà préconstruites. C'est Moi, génial. je me suis servi que de Minecraft Sims pendant le temps en mode Minecraft normal, donc où tu as ton monde quasi infini, aléatoire, et où tu vas dessus. Mais, et en plus, tu as une sauvegarde. Ça veut dire que tu peux tout créer, tu peux revenir sur les sauvegardes antérieures et tout ça, quoi. Ça coûte un peu d'argent. Je crois que je paye 8 euros par mois. Ça va, en vrai. Donc vous payez le jeu, bien sûr. Je sais plus combien coûte Minecraft. Il doit coûter 40 euros, je crois. Mais le jeu, c'est à vie. Donc vous achetez le jeu une fois et puis après, vous avez un abonnement de 8 euros par mois. En vrai, c'est incroyable. C'est super simple. Et il n'y a rien à faire à part juste payer l'abonnement et se connecter à Realms à ce moment-là. Alors, que je raconte un peu. C'est au bout d'un mois que je découvre l'existence de Minecraft Streams, donc une version en ligne du jeu qui permet de créer un monde partagé et persistant où nous pourrions nous retrouver dans un espace de jeu commun. L'idée me semble tout de suite pertinente. Si Laurent a tant investi le jeu vidéo en présentiel, peut-être que l'intégrer en distanciel pourrait renouveler notre dynamique thérapeutique. Et c'est de ça dont je veux vous parler parce que ça, c'est un truc qui est tout nouveau. J'ai jamais entendu quelqu'un faire ça et j'ai trop envie d'en parler. De la thérapie sur un jeu vidéo en ligne avec un autiste, et je suis trop fan. Voilà. Et j'ai envie de vous raconter ça parce que en fait, j'ai pas eu le temps de beaucoup théoriser ça parce que je suis là sur cette année. Donc là, en fait, je veux juste vous raconter plein de petites anecdotes qui me sont venues depuis le début de l'année. Alors, au début, l'installation du dispositif est un tout petit peu plus complexe que prévu parce que j'avais jamais utilisé Realms, donc en fait j'ai un peu tâtonné dans les premières configurations, surtout que moi j'ai deux comptes Xbox, enfin j'ai deux comptes Microsoft, mais ça c'est à cause d'une erreur de jeunesse, donc j'ai utilisé ma carte bleue sur le mauvais compte, donc à la première séance j'y arrive pas, plus c'est le père de Laurent qui est doué avec Minecraft, sauf que le père il est en France en ce moment-là, la mère elle a pas de jeu, elle joue pas aux jeux vidéo. Donc, en gros, la première séance, c'est la galère et on n'arrive pas à configurer le truc. Donc, on n'arrive pas à jouer à Minecraft alors que j'en ai parlé. Laurent, lui, c'est pas grave. Il est content, il est enthousiaste. Il attend avec impatience que nous puissions enfin jouer ensemble. Il parle de l'expérience à venir avec un grand sourire. Et donc, les séances préparatoires, loin d'être vécues comme une frustration, deviennent un espace de projection positive. Parce que, en fait, l'idée, c'est qu'il commence à dire, mais la semaine prochaine, on va peut-être jouer à Minecraft. Et alors là, au bout de deux séances, lorsqu'on arrive enfin à ouvrir le mode de jeu,
un nouvel espace thérapeutique s'ouvre à nous. Depuis le lancement de Minecraft Realms, l'expérience thérapeutique avec Laurent a pris une nouvelle dimension. Sa maîtrise du jeu est impressionnante. Elle dépasse de loin la mienne. Comme je vous le dis, moi je joue pas à Minecraft. J'avais pas joué à Minecraft depuis que j'avais fait l'hôpital de jour dessus. Donc là, il est meilleur que moi. Il m'explique des choses et du coup, c'est pas anodin parce que il reflète l'investissement que Laurent a bien eu avec son père, avec qui il joue régulièrement en dehors des séances. De ce fait, il y a une dynamique particulière qui s'installe parce qu'il devient le guide, il devient celui qui me fait découvrir l'univers. Il renverse ainsi la hiérarchie habituelle de la relation thérapeutique. Et ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, j'ai découvert ce concept quand j'ai bossé ma thèse, c'est ce qu'on appelle l'effet protégé. Ça se dit comme ça en anglais. C'est la dynamique où l'enfant, dans un environnement qu'il maîtrise, adopte le rôle de référent vis-à-vis de l'adulte, le rôle d'enseignant ou autre. C'est ce qui se joue dans la question avec le robot. Donc les Anglais appellent ça l'effet protégé, ce qui renforce son sentiment de compétence et de contrôle. C'est pas une inversion des rôles, ça participe d'une co-construction du cadre thérapeutique où Laurent va se sentir légitimé dans sa capacité à structurer l'espace de jeu et à imposer des règles. Alors, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on utilise Zoom et Minecraft en même temps. Donc, en fait, c'est plus pratique parce que comme ça, la séance commence, on est sur Zoom. Comme ça, je continue à échanger avec lui et sa mère. On parle un petit peu pendant 5 minutes de ce qui s'est passé dans la semaine, des questions qu'il peut avoir. Ensuite, on lance Minecraft. Et à la fin, on se dit au revoir sur Minecraft, mais on se voit quand même sur Zoom, ce qui nous laisse le temps de nous voir en face à face et de nous dire au revoir aussi en face à face. Donc c'est important pour moi qu'il y ait vraiment Zoom et Minecraft en même temps, ce qui veut dire qu'en fait on ne communique pas via Minecraft directement, on communique via Zoom, mais on a quand même le chat sur Minecraft. Voilà, donc en fait il y a une interaction verbale avec Zoom et une interaction médiatisée par le jeu. Dès le début de l'expérience, Laurent investit pleinement le mode créatif de Minecraft. Donc pour info, en Minecraft, c'est deux modes. Il y a le mode survie, où vous devez faire attention à vos points de vie, vous devez vous nourrir et tout ça. Et il y a le mode créatif, qui est un mode bac à sable, où vous avez accès à tout en illimité, ce qui est beaucoup plus simple et ce qui permet vraiment de créer ce qu'on veut. Sa première action va être significative. Il s'équipe immédiatement de l'armure la plus puissante du jeu. Bien que nous soyons en mode facile, sans aucun danger potentiel. En mode facile, les ennemis ne vous attaquent pas. Ce geste n'est pas anodin, il évoque un besoin impérieux de protection face à un extérieur qui est quand même perçu comme menaçant, même dans un cadre pourtant dénué d'hostilité. Il me donne aussi la même armure pour que je la porte avec lui et pour que moi aussi je sois protégé comme il me le dit. Donc le besoin de structuration sécurisante se manifeste ensuite dans la construction de notre espace commun. Il crée une maison pour nous deux. Il y met une chambre avec 2 lits placés côte à côte. La mise en place de ce dispositif marque une volonté de partager un lieu commun, de symboliser un espace de cohabitation protecteur au sein du jeu. Alors je lui dis quand même qu'il nous faudrait peut-être des chambres individuelles. Il me dit que ça peut attendre, hein, qu'on n'en est pas encore là pour le moment. Alors pour info, dans Minecraft, vous savez, il y a des cycles jour-nuit, et en fait, quand il fait nuit, si tout le monde va se coucher en même temps, et ben vous passez direct au jour. Et donc c'est là où un élément émerge, hein, parce que dès que la nuit tombe, Laurent me presse d'aller dormir. Il répète cette nécessité avec insistance. Donc en gros, il va au lit, il me dit allez, il faut aller se coucher, là c'est la nuit, et il utilise le chat écrit où il marque plein de Z, vous savez, comme dans les BD pour dire qu'il est en train de ronfler. Et donc cette insistance traduit le besoin de maîtrise sur le temps et une angoisse sous-jacente face à l'idée de l'obscurité qui pourrait être associée à l'inconnu ou à une perte de repère. Donc on voit que ce type de mise en scène dans le jeu peut être approché du cadre de l'espace traditionnel, de l'ère intermédiaire expérience, où l'espace de jeu va devenir un lieu de projection des tensions internes. Donc Minecraft va être vraiment la zone intermédiaire où Laurent peut symboliser son besoin de structuration et de sécurité, tout en intégrant la présence de l'autre dans ce cadre protecteur. Une fois qu'on construit notre maison commune dans Minecraft, Laurent me dit qu'on va aller plus loin. Il veut un lieu qui nous ressemble. Il veut un espace qu'on connaît bien tous les deux et il veut qu'on s'y sente à l'aise. Il me dit alors on va refaire ton cabinet, celui où je le recevais au départ à l'étranger. Vous imaginez bien que j'ai écrit un article sur le fait que j'avais refait mon hôpital, donc forcément j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, oh la vache, un deuxième article. Donc pendant 2 à 3 séances, on s'attelle à la tâche et on recrée de manière réaliste mon cabinet. On fait en sorte qu'il soit bien comme il faut et tout ça. Il accorde une attention particulière aux détails, il cherche à reproduire l'agencement, les objets qui lui sont familiers. Une fois la reconstruction terminée, il place une pancarte à côté de l'entrée et il écrit « Psychologue Olivier ». Donc cet acte en apparence anodin revêt une signification importante. Ça marque une inscription symbolique du cadre thérapeutique dans l'espace numérique, ce qui permet une continuité du dispositif malgré la distance. Le phénomène peut être rapproché du processus d'ancrage décrit en thérapie médiatisée par le numérique,
où la reconstruction d'un espace de soins connu permet de maintenir une cohérence psychique et relationnelle malgré le changement de contexte. Le cadre réinvesti devient alors le théâtre de nouveaux jeux, notamment autour de la présence et de l'absence. Laurent introduit un jeu de pistes dans lequel dissémine des petits mots dans le jeu. Par exemple, il met des mots où il y a marqué Laurent a disparu, il faut le retrouver. Et ça l'amuse énormément parce que du coup, il s'est caché et moi je feins l'inquiétude et du coup l'excitation dans le fait de le chercher. Tout ça, en fait, ce jeu de cache-cache va intensifier son engagement dans notre dynamique ludique. Pareil, le jeu de cache-cache symbolique pour moi n'est pas anodin. Ça évoque des processus classiques de jeu sur la séparation, la permanence de l'objet. Ici, en mettant en scène sa propre disparition et en me sollicitant pour le retrouver, il travaille la question du lien à distance. Il s'assure que moi je le cherche et qu'il reste inscrit dans mon regard. Minecraft, en tant qu'espace numérique malléable, devient donc un support pour jouer sur les alternances de présence et d'absence et favorise une mise en représentation de la séparation qui, dans son cas, prend un sens particulier après son déménagement. Il y a une séquence récurrente aussi qui marque le déroulement des séances. Lorsqu'on commence sur Zoom, on a un échange structuré. Laurent me raconte sa semaine, sa mère parle un petit peu pour partager des éléments du quotidien, et après 5 à 10 minutes, il me dit bon, si on joue à Minecraft. Et là, du coup, à chaque fois, il se connecte au jeu avant moi. Donc, du coup, à chaque fois que moi je me connecte sur le serveur, il est déjà là. Et dès que mon avatar apparaît, il est devant lui, et là, il me fait un ah, tu es là, on peut commencer. Et donc ça souligne bien combien la présence dans le jeu est vécue comme une présence à part entière, comme un prolongement du lien qui ne se limite pas à la communication qu'on a via Zoom. Autre aspect frappant, il s'adresse toujours directement à mon avatar, prenant soin de placer son propre avatar en face du mien lorsqu'il me parle. Alors ça, si ici il y a des joueurs en ligne, vous savez que lorsqu'on joue en ligne avec ses pairs, on ne regarde pas le joueur quand on lui parle parce que le micro suffit. Et en fait, c'est même le principe de communiquer via le micro et de regarder l'action qui est en cours. Il n'y a pas de besoin de face à face. Mais ici, le positionnement spatial dans le monde numérique va devenir un marqueur de la relation. Ça traduit une mise en scène du lien intersubjectif où l'avatar remplace en quelque sorte le corps réel comme support de l'échange. Et donc là, on peut rapprocher avec les travaux sur la présence numérique et la corporéité dans les espaces virtuels. En thérapie vidéoludique, l'avatar n'est pas qu'un simple outil d'interaction avec l'univers numérique. C'est un prolongement du sujet, c'est un support de représentation de soi et de la relation à l'autre. L'attention du coup portée par Laurent à la posture et à l'orientation de nos avatars reflète une prise en compte de l'autre dans l'espace numérique, ce qui marque un investissement profond de la relation thérapeutique à travers le médium. Autre événement marquant. Lors d'une séance, la mère de Laurent était en retard, elle était partie faire des courses. Et pendant son absence, c'était la grand-mère qui était en vacances là-bas qui assurait en fait qui gardait son petit-fils. Et donc c'est elle qui devait gérer la mise en lien avec moi pour la séance. Le problème, c'est que la grand-mère n'est pas douée avec les ordinateurs, elle ne connaît pas Zoom et donc elle n'arrive pas à lancer la séance, donc il n'arrive pas à communiquer. Elle m'envoie des mails pour me dire j'y arrive pas, mais du coup je suis là bon essayez comme ci, essayez comme ça, mais ça marche pas. La maman arrive finalement, mais 10 minutes avant la fin de la séance. Et malheureusement, moi, je ne peux pas déborder parce que j'ai un autre patient après. Et donc, on a limité la séance à un simple échange sur la semaine. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Comment ça s'est passé? Et sur la planification du on se revoit la semaine prochaine. À la fin de cet échange, Laurent fond en larmes. Il exprime sa frustration. Non, mais en fait, il exprime sa frustration en disant qu'il veut jouer à Minecraft. Et sa mère lui dit mais t'inquiète pas, c'est pas grave, tu joueras tout à l'heure à Minecraft. Là, c'est fini la thérapie avec Olivier, mais t'as le temps toujours de jouer sur ordinateur. Et lui, il pleure et il dit mais c'est pas pareil. Moi, je voulais jouer avec Olivier là. Et ça, c'est essentiel parce que ça témoigne que l'investissement thérapeutique ne se situe pas dans le jeu en lui-même, mais bien dans la relation que le jeu médiatise. Parce que Laurent, il joue déjà à Minecraft en dehors des séances. Il n'a pas besoin de moi pour jouer à Minecraft. Donc, il n'a pas besoin de sa thérapie pour avoir accès à ce jeu. Mais pourtant, ce qu'il cherche, c'est autre chose. Il cherche un cadre spécifique, un cadre particulier, une coprésence spécifique qui ne peut être remplacé par un simple temps de jeu personnel. D'ailleurs, le serveur sur lequel on est, quand il joue à Minecraft, il joue pas sur notre Realms en fait, il joue à son espace à lui, sur un serveur à lui. Le jeu ne constitue pas donc un simple support ludique, c'est bien le lieu de la relation thérapeutique. Et donc cette observation rejoint l'idée que les espaces numériques peuvent être investis en tant qu'espace psychique de rencontre, où la relation se joue à travers un médium partagé. Un autre moment clé illustre cette dynamique. Un jour en début de séance, la mère de Laurent me fait part de sa gêne à l'idée que je finance l'abonnement Minecraft Realms utilisé pour le suivi. La maman me dit clairement « ça vous coûte de l'argent, ça m'embête, je vous propose de rajouter le prix de l'abonnement au prix des séances ».
Je suis assez touché par la proposition. Ça prouve quand même un sacré investissement de la part de la mère. Mais moi, je lui dis devant son fils que non, non, c'est pas nécessaire. Déjà, c'est moi qui ai choisi de rajouter ce serveur. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que je lui impose ça. Et en plus que bah, Ream, ça fonctionne de manière à ce que je peux l'envoyer à d'autres patients. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça pourra arriver que je propose à d'autres jeunes. Et donc, elle va pas payer pour les prises en charge de mes autres jeunes. On commence la séance sur Minecraft. Et là, Laurent me dit, aujourd'hui, on va construire une base secrète. Il n'y a que nous deux qu'on connaîtra. Et comme ça, eh ben, personne ne pourra y rentrer, sauf si on les invite. Et donc, on s'attelle à la tâche. On bâtit ensemble une immense base cachée dans une grotte, invisible depuis l'extérieur, à l'opposé des constructions, enfin à l'opposé, loin des constructions précédentes, la maison, le cabinet. Et à l'entrée, il met une petite pancarte avec nos deux noms écrits dessus, qui marque l'appartenance exclusive à cet espace. Ce passage est particulièrement riche symboliquement. Laurent a entendu la discussion sur le fait que d'autres pouvaient investir ce serveur et il y répond en inscrivant un espace qui ne sera qu'à nous. Ce geste traduit une volonté de préserver un lieu intime, distinct du cadre collectif. Contrairement à la maison et au cabinet qui sont ouverts et visibles, cette base fonctionne comme un sanctuaire secret qui marque la spécificité de notre lien thérapeutique à nous. Et d'ailleurs, je me suis rappelé tout à l'heure en venant ici que la semaine dernière, eh ben, on a construit une toute petite cabane avec écrit dessus Olivier et Laurent ne sont pas là, c'est à sa demande. Comme ça c'est la cabane où les autres ils peuvent aller. Donc, ce besoin à l'espace exclusif et non accessible aux autres va rappeler les phénomènes observés dans le cadre des jeux de rôle et des mondes virtuels, où certains joueurs investissent des espaces cachés comme des refuges symboliques, ce qui reflète leur besoin de contrôle sur leur environnement relationnel. L'acte même de cacher cet espace témoigne d'un travail psychique autour de l'intime et de la différenciation des liens, et montre que Laurent conceptualise le numérique non pas comme un espace neutre, mais comme un territoire relationnel où chaque lieu a une signification affective propre. Autre détail amusant pour enrichir la dynamique, dans notre base secrète, il a mis une cinquantaine de petits chats et de petits chatons. En plus, moi j'adore les chats, et il les a tous appelés Olivier Junior. Alors, bien que l'interprétation de ce geste puisse rester ouverte, c'est arrivé la semaine dernière, donc j'ai pas encore trop réfléchi dessus, mais je me dis quand même qu'il y a peut-être une projection affective et une symbolisation du lien. Parce qu'il nomme ces animaux diminutifs de mon prénom, il introduit une forme de miniaturisation du lien thérapeutique, il inscrit la relation dans l'environnement de jeu. Lui, il aime les chats, il sait que moi j'aime beaucoup les chats parce qu'il me montrait ses photos de chats, moi des fois je vais montrer les photos de mes chats. Et en tant qu'animaux, les chats, vous savez, c'est lié à l'attachement, à la douceur, à une forme de présence rassurante et indépendante. Et en fait, moi, je pense que pour lui, il y a aussi une manière d'intégrer la relation thérapeutique dans un registre plus léger et ludique, et aussi la dotant d'une présence continue dans son espace personnel. Parce que comme je vous dis, lui, il peut se connecter à Reams quand il veut, mais moi, j'y suis que le samedi de 13h à 13h30, et sauf que les chats, ils y sont tout le temps. Et donc, Olivier Junior est tout le temps dans la base secrète. Et donc, en d'autres termes, quand je suis pas connecté, eh ben, l'espace qu'on partage contient ces petites figures symboliques qui maintiennent le trace de ma présence dans le monde du jeu. C'est trop mignon. Vous comprenez pourquoi j'adore ce patient. Dans 4 ans comme ça, t'imagines? Bon, l'évolution de Laurent ne se limite pas à l'espace thérapeutique virtuel. Son investissement dans Minecraft et dans la thérapie en ligne semble avoir des répercussions positives sur son quotidien et en particulier sur les interactions sociales. Au fil des mois, depuis septembre, à savoir quand même que voilà, c'est un jeune très autiste, il a changé de pays et tout ça, il multiplie les efforts de socialisation. Il s'est fait inviter à 2 anniversaires de la part des nouveaux camarades. Il a même toléré qu'une petite fille dise être amoureuse de lui et commence à le suivre dans la cour de récréation. Alors il dit quand même qu'il aime pas ça, mais aucune réaction excessive, aucun rejet brutal, ce qui est une avancée considérable dans sa gestion des relations interpersonnelles. Autre événement marquant, Laurent, il y a 2 mois, a participé pour la première fois à un séjour scolaire de 3 jours et 3 nuits à l'étranger, sans ses parents, sans sa sœur. C'était la première fois que ça arrivait. La maman était angoissée comme pas possible, mais la maman a accepté qu'il le fasse. L'expérience s'est bien déroulée. Pas d'épisode d'angoisse, même pas de comportement coprétique. Incroyable. Donc ça, on travaille encore dessus, mais il y a quelque chose qui s'est joué. Cette évolution témoigne d'une progression dans sa capacité à gérer la séparation, à s'adapter à de nouveaux environnements, à réguler ses émotions dans un cadre social élargi. Il est possible que le travail mené à travers Minecraft sur la présence-absence, sur la co-construction d'un espace partagé, ait contribué à renforcer ses compétences qu'il travaillait lui-même à côté, à l'école, à la maison et tout ça. En lui offrant un cadre où il peut expérimenter la distance dans un contexte sécurisant, la thérapie numérique semble avoir joué un rôle dans l'élaboration de nouvelles capacités adaptatives qui se généralisent progressivement à son quotidien. Et donc vous voyez que l'expérience de Laurent dans Minecraft, et surtout dans Minecraft Dreams, montre que l'investissement du jeu ne se limite pas à l'acte ludique en lui-même.
que ça devient un espace symbolique à part entière. L'espace numérique n'est pas un simple décor, c'est un territoire relationnel dans lequel se construisent des lieux d'ancrage, des refuges, des territoires de l'intime. Le cas de Laurent illustre comment un espace vidéoludique peut être investi comme un support thérapeutique, non seulement pour médiatiser la relation, mais aussi pour permettre des transformations psychiques profondes avec des répercussions visibles sur la capacité que le jeune a à interagir avec les autres, à tolérer la séparation et à s'ouvrir à de nouvelles expériences sociales.